Oui. Alors, en fait, j'ai de nouveau mon montage spécial parce que cette fois-ci, j'avais une séance d'information pour une chirurgie qui m'attend bientôt. Et pour une raison mystérieuse, j'ai pensé qu'elle serait beaucoup plus courte que ce qu'elle a été. Et du coup, j'ai pas eu le temps de repasser chez moi prendre ma caméra. Je soupçonne fortement une certaine réticence à vivre l'opération en question, d'avoir influencé ma perception du temps. C'était très long, il y avait beaucoup de détails. Des détails que je suis ravi d'avoir entendus. Euh, donc, le pardon. Le pardon, c'est de nouveau un de ces sujets qui ne vient pas, alors certainement pas du MBSR, qui ne vient pas vraiment complètement de l'autre source qui est la tradition bouddhiste non plus. En fait, c'est un sujet qui est développé dans une sous-littérature bouddhiste. J'ai l'impression que ça a rencontré des mouvements psychothérapeutiques qui sont présents parmi les enseignants de méditation, et que ces petits éléments de philosophie bouddhiste avec leurs éléments de psychothérapie et la conviction que le sujet du pardon était un sujet important ont conduit à ce que ces pratiques autour du pardon, du développement du pardon dans une forme méditative se développent. Donc, un certain nombre d'enseignants en parlent, et je trouve que c'est un sujet intéressant, et j'espère que vous penserez comme moi. Il y a une histoire qui m'a beaucoup marqué et dont j'ai déjà parlé plusieurs fois par rapport à la force, à l'impact du pardon. C'est ce qui s'est passé dans cette communauté Amish aux États-Unis, où le livreur de lait, je crois, de la région qui n'était pas Amish, a perdu la tête. Enfin, il était peut-être en train de la perdre petit à petit depuis longtemps, et est entré dans une école pour petites filles amish et en a tué un certain nombre, pris en otage d'autres. Il s'est suicidé ensuite. Et en fait, alors d'une part, c'était abominable pour la communauté, mais c'était aussi très dur pour les parents et la famille. Il avait des enfants, le tueur. Et le jour du crime, sa famille s'est dit, mais c'est pas possible, on pourra plus jamais regarder nos voisins amish en face, parce que toute la communauté autour d'eux, il y a une minorité non amish, mais c'est essentiellement des gens amish. Et alors qu'ils étaient en train de se dire ça, ils voient un groupe d'hommes de la communauté amish qui marchent d'un pas décidé vers leur porte. Et puis ils savent pas trop à quoi s'attendre. Et en fait, les hommes se présentent, ils disent que ils transmettent toutes leurs condoléances, qu'ils seront là pour l'enterrement, que s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez compter sur nous. Ils ont mis, dans les jours qui suivent, ils ont déposé plein de petits billets devant la porte, ils ont préparé des cookies, ils ont soutenu financièrement, ils ont fait une cagnotte pour l'enterrement et pour soutenir la famille qui perdait aussi la source de revenus du salaire du père. Et dès le lendemain, ils ont déclaré publiquement qu'ils pardonnaient à l'assassin et à sa famille. Et en fait, ça s'est pas arrêté là en termes de conséquences. Ils ont dit aussi qu'ils prieraient évidemment pour lui et pour sa famille, parce que ça a beaucoup rapproché la famille du tueur et la communauté notamment des victimes et des familles de victimes. Donc, une fois par semaine, depuis des années, la mère du tueur vient aider une enfant qui est gravement handicapée depuis ce jour-là. Et elle est accueillie, elle fait partie de la famille comme si elle était un membre de la famille en fait. Et elle a des liens avec plusieurs des familles victimes, qui sont très forts et qui sont des liens d'amitié, de soutien mutuel. Donc en fait, sur la base de cette action de pardon, et de cette déclaration de pardon, cette déclaration publique,
il y a énormément de conséquences qui sont magnifiques, en fait. La réparation du dommage émotionnel pour un certain nombre de personnes, des liens d'amitié extrêmement forts entre la famille de la victime et les familles des victimes et la famille de l'assassin. Tout ça parce qu'ils ont pris une décision qui évidemment est liée à leur religion et dont on se doute bien que c'était une décision éthique. C'était pas une affirmation de où ils en étaient émotionnellement le lendemain de ce qui s'était passé. Donc, ça veut pas dire qu'il y avait pas énormément de colère, de rancune, peut-être même qui pouvaient en vouloir à la famille entière. Ça veut pas dire que les émotions n'étaient pas là, ça veut dire qu'ils ont pris la décision, qu'il y a une décision éthique, de dire on décide qu'on pardonne. Parce qu'on veut pas que notre communauté aille dans la direction de la revanche, de la haine, de la rancune. Ça nous intéresse pas. Donc, on verra bien ce que nos émotions vont faire, mais on prend cette direction-là, on prend cette direction du pardon. Alors, ce que cette histoire nous apprend, c'est que il y a probablement deux éléments dans le pardon. Il y a cette dimension vraiment d'une action éthique, un acte, on appelle ça une parole performative, hein, comme quand on dit je vous déclare mari et femme, et qu'en déclarant ça, les gens sont mariés. Là, quand on dit je te pardonne, en déclarant je te pardonne, on pardonne. Mais ça, c'est la partie éthique. Ça ne veut pas dire que les émotions vont pas avoir leur propre vie. Donc les deux choses sont liées, parce qu'une fois qu'on a dit qu'on pardonnait, émotionnellement, ça peut suivre à un moment ou à un autre, ou pas, rapidement, lentement, mais c'est une direction qu'on donne. Et le cœur va pas forcément la suivre tout de suite, mais c'est une intention qu'on formule, et à un moment ou à un autre, le cœur aura la possibilité de suivre ce qu'on aura déclaré. Donc il y a cette dimension émotionnelle, puis il y a cette dimension éthique qui vont pas forcément avancer au même rythme, en fait. Et c'est plutôt un processus, une direction qu'on donne qu'un état. Donc c'est pas j'ai pardonné, c'est je suis en train d'avoir l'intention de le faire. Et il y a des moments où je peux revenir en arrière et la colère revient, et il y a des moments où ça va bien, où j'ai l'impression que mes émotions sont alignées avec cette intention de pardon, mais ce sera pas toujours le cas. Donc c'est pas un état, c'est plutôt un processus, c'est une direction. Et la rancune peut revenir à tout moment, et repartir, et revenir. Le pardon, on peut le diriger vers soi-même aussi. Il y a parfois des choses qu'on se reproche à soi-même vis-à-vis de soi-même. Pas avoir pris suffisamment soin de soi, ne pas s'être traité comme on aimerait être traité par d'autres. Donc le pardon, il y a cette dimension d'intention éthique, de vie émotionnelle. Et puisqu'on parle de pleine conscience, il faut quand même préciser qu'il est beaucoup facilité, ce processus-là, par la pleine conscience. Parce que la rancune, la colère, c'est des pensées et des émotions, comme toutes celles qu'on apprend à observer en pleine conscience, c'est pas différent. Il y a une vieille phrase, je sais pas d'où elle vient, qui dit que si quelqu'un t'a causé du tort une fois le matin, il t'aura causé du tort 1000 fois le soir. Parce qu'on y aura repensé 1000 fois. Donc, entre les moments où on se repasse la scène, où on planifie notre revanche, où on argumente sur la gravité des faits, sur la responsabilité exacte, etc., ça fait beaucoup de temps passé à ruminer. Et ça, c'est là où la pleine conscience rentre en ligne de compte. On peut observer ce qui se passe en nous et puis nommer rancune, colère, rumination, argumentation, etc. Maintenant, on n'est pas tous des amish, on n'a pas tous le niveau amish de capacité à pardonner. On n'a pas besoin de l'avoir. Ils vivent ils ont un mode de vie et un environnement culturel qui est peut-être très différent du nôtre. Donc, ça nous est pas forcément possible, mais on peut quand même se poser la question de ce que ça peut nous apporter à nous, cette pratique-là. Parce que le pardon n'est pas là pour faire plaisir à la personne à laquelle on pardonne. Et c'est souvent cette idée fausse, ça lui ferait trop plaisir si je lui pardonnais. C'est pour son propre bien en priorité qu'on le fait.
Et là, il y a cette phrase qui illustre parfaitement cette idée. Je pense que je vous en avais peut-être déjà parlé parce que je l'adore tellement que j'en parle en dehors des moments où je parle du pardon. La rancune est le seul poison qu'on va avaler soi-même dans l'espoir qu'il tuera quelqu'un d'autre. Et je trouve ça génial. C'est de ces rares phrases très simples mais qui décrivent une réalité exacte. C'est exactement ça. La rancune, c'est un poison et on l'avale nous-mêmes, ça nous fait du mal à nous, mais on pense très fort que ça va faire du mal à quelqu'un d'autre. Et c'est faux. Donc, quand on prend la direction du pardon, c'est avant tout pour se faire du bien à soi qu'on le fait. Et il peut y avoir plein de conséquences, comme l'histoire des Amish le montre, mais c'est des conséquences au-delà de ce qu'on fait, au-delà de ce qu'on ressent. Donc, encore une fois, la question c'est pas est-ce que cette personne mérite que je lui pardonne, la question c'est est-ce que moi je mérite d'être débarrassé en partie ou complètement de la rancune et de la colère qui me fait pas de bien. Ça n'implique pas de changer de relation avec qui que ce soit autrement qu'intérieurement. Et ça aussi, c'est important. Parce que c'est deux choses différentes. On n'est pas obligé, quand on pardonne, de dire à la personne qu'on pardonne qu'on lui pardonne. On n'est pas obligé de se réconcilier publiquement, on n'est pas obligé de l'inviter à la maison pour le thé, de lui cuire des cookies sans rien mettre dans les cookies. Ça ne nous engage qu'à nous faire du bien à nous, en fait. On peut très bien même continuer à se déclarer très en colère tant que on cherche à se soulager soi-même de l'impact que cette colère a sur nous. Une autre distinction importante, c'est que ça n'implique pas, et elle est super importante, ça n'implique pas de pardonner les actions, mais de changer la relation aux auteurs des actions. Et c'est aussi important parce qu'en fait, il y a des actions qui peuvent être impardonnables et elles peuvent rester impardonnables. Mais notre relation, on l'a avec des personnes, pas avec des actions. Et c'est sur la relation qu'on travaille. Donc on peut très bien continuer, parce que c'est peut-être vrai, à penser que les actions ou l'action était impardonnable. Mais c'est avec la personne qu'on va entrer en relation dans un processus de pardon. Il y a souvent, pas toujours, une utilité à dissocier les actions des auteurs en y réfléchissant, en admettant qu'on ne sait pas tout de l'ensemble des conditions qui ont conduit à ce que cette personne fasse ce qu'elle a fait. La rancune, elle s'appuie sur un mythe, qui est le mythe que les personnes qui nous ont fait du tort sont 100% conscientes, 100%, qu'elles agissent de façon 100% délibérée, qu'elles ne réagissent à rien d'autre, qu'elles n'ont aucun passé, qu'elles n'ont rien vécu de difficile dans leur propre vie, qu'elles n'ont pas eu de parents, qu'elles n'ont pas eu d'ex-partenaires maltraitants, qu'elles n'ont pas eu une enfance difficile. Elles sont 100% bourreaux et 0% victimes quand ça nourrit notre rancune. Alors qu'évidemment, on sait, en tout cas intellectuellement, qu'il y a toujours beaucoup d'espace entre un auteur et un acte, et qu'il y a plein de choses autour de ce qui se passe qui contribuent à le provoquer. Il y a un exemple typique qui, je pense, est vrai, mais dans des proportions qui sont pas toujours les mêmes, mais pour à peu près tout le monde, c'est quand les enfants qui en veulent à leurs parents grandissent et qui deviennent adultes eux-mêmes et qu'ils en apprennent plus sur l'enfance de leurs parents, comme c'est parfois le cas, ils deviennent souvent un peu plus indulgents par rapport à certains aspects de ce qu'ils ont vécu pendant leur enfance. Et quand ils deviennent parents eux-mêmes et qu'ils sont confrontés à la difficulté d'être parents, il y a souvent aussi une petite marge de plus qui s'ajoute à cette capacité à comprendre les actions de leurs parents. C'est toujours une longue chaîne d'actions, de causes, de conséquences qui finissent par conduire à quelque chose qui va nous faire du mal. Et un autre point important, c'est que l'action, elle est figée dans le passé, alors que l'auteur et la relation qu'on a avec l'auteur de l'action, elle est dans le présent.
Et elle n'est par définition que dans le présent. Donc la rancune ne peut pas remonter le temps et agir sur le passé. Il y a une phrase que j'aime bien aussi, parce qu'en fait, elle renvoie à quel point on oublie que c'est vrai. On pense vraiment qu'on peut remonter le temps. Abandonner tout espoir d'un passé meilleur. Et j'aime bien, parce que c'est vraiment à chaque fois qu'on est en train de ruminer sur un événement passé, puis qu'on rembobine, c'est comme si on pouvait, non. On n'aura pas un passé meilleur. On peut avoir un présent meilleur et un futur meilleur. Le pardon, c'est aussi un processus de dissolution d'un lien qui peut être un lien très lourd qui nous unit avec la personne qui nous a fait du mal. Il y a une citation de Catherine Ponder: quand vous avez du ressentiment pour quelqu'un, de la rancune, vous êtes lié à cette personne par un lien émotionnel qui est plus solide que l'acier. Et le pardon est la seule manière de dissoudre ce lien et de vous en libérer. Et je trouve que c'est aussi extrêmement juste. Comme les Américains ont cette expression de dire les gens envers lesquels on ressent de la rancune ou de la colère, ils vivent sans payer de loyer dans notre tête. Ils vivent gratuitement dans notre tête, et c'est un peu ça. Donc, une autre illusion, c'est de penser que pardonner implique de relativiser la gravité des actions commises, ce qui est un autre gros obstacle. De nouveau, cette distinction entre les actions qui peuvent rester impardonnables et les auteurs. Mais on a parfois cette idée que tant que la rancune est présente en nous, il y a des chances que la personne visée par notre rancune puisse continuer à se sentir coupable. Et qu'à l'instant où elle n'aura plus de rancune, elle sera libérée de cette culpabilité en même temps que nous, on lui en voudra plus. Et encore plus embêtant, on peut avoir l'impression que si on pardonne, on admettra que dans le fond, c'était pas si grave. Ce qui est d'autant plus dangereux qu'il y a peut-être des gens qui nous l'ont dit. Ou peut-être que l'auteur ou les auteurs nous l'ont dit aussi. Mais tu peux pas m'en vouloir pour ça, c'était pas si grave. Donc il faut vraiment faire la différence. Alléger la rancune en soi ne va rien changer à la gravité des actions, ça va pas altérer quoi que ce soit à la gravité des actions. Et encore une fois, on n'est absolument pas obligé de dire à qui que ce soit qu'on a pardonné. Ça peut être quelque chose qui se fait purement intérieurement. Et il y a un truc que j'ai remarqué dans ma propre existence, et je ne sais pas si vous aurez aussi remarqué que c'est vrai dans la vôtre, qui renvoie peut-être à la réalité de ce que le pardon est une affaire surtout intérieure et de comment on se sent intérieurement. Ça a jamais été aussi facile pour moi de pardonner que quand ça allait bien dans ma vie, et c'était plus difficile quand ça allait moins bien. Et il y a quand même quelque chose qui implique que c'est avant tout nos processus intérieurs qui vont faciliter ou compliquer notre capacité à pardonner. Bon, toute cette théorie. Peut-être juste avant de passer à la pratique, la bienveillance peut parfois aussi favoriser, la méditation de bienveillance peut favoriser un cheminement de pardon. Je parle souvent d'une personne qui était une personne difficile pour moi, donc forcément j'avais des trucs à lui reprocher. Et je l'ai prise en méditation de bienveillance comme personne difficile pendant un certain temps. Et après un moment, je pense plusieurs mois,
J'ai eu envie de la mettre comme personne neutre, même si on n'est pas censé faire ça avec une personne difficile. Donc, je l'ai changée de place, je l'ai mise à la place de cette personne neutre. Et encore un peu plus tard, je l'ai déplacée dans l'ordre des personnes, là où il y a la personne proche, à laquelle il est facile de souhaiter du bien. Et tout à coup, je me dis, mais en fait, oui, elle va là, cette personne. Elle a sa place à la place de la personne à laquelle il est facile de souhaiter quelque chose de bon. Et finalement, j'ai senti que je pardonnais petit à petit, juste en souhaitant du bien régulièrement à une personne qui, à la base, était vraiment une personne compliquée pour moi. Et au fur et à mesure que ce muscle, ce sillon de lui souhaiter du bien devenait plus facile pour moi, la nature de ma relation avec elle changeait aussi, en fait. Et je ne l'ai jamais dit à cette personne. Simplement, notre relation a changé presque naturellement par voie de conséquence. Donc, il y a plein de façons d'aborder ça, mais d'une manière générale, ça vaut le coup de se poser la question de si on veut le faire, comment on peut le faire, parce que ça peut nous faire beaucoup de bien. Et encore une fois, c'est en fait une démarche extrêmement égoïste, dans le bon sens du terme. On le fait pas pour les autres, on le fait vraiment pour soi. Dans les approches que j'ai découvertes venant d'enseignants de méditation, ils procèdent souvent avec 3 étapes. Donc d'abord, je pense que c'est assez malin, c'est pour nous mettre en condition peut-être. D'abord, on demande pardon pour quelque chose à quelqu'un, intérieurement. On se met dans cette position-là, nous, la position d'être pardonné. Ensuite, on se pardonne à soi-même pour le tort qu'on a pu causer à soi-même, et ensuite seulement on pardonne à quelqu'un d'extérieur à nous. Et je pense que c'est pas mal comme façon de s'approcher petit à petit de l'idée de pardonner. Alors, avant qu'on pratique, ce sera pas une pratique très longue, c'est plus de l'ordre de la réflexion guidée que de la méditation, hein, comme un peu pour le contentement. C'est pas 100% méditatif, c'est aussi c'est un exercice de contemplation, on pourrait dire, ou de réflexion guidée. C'est important, surtout ce soir. Je veux pas devoir sortir l'extincteur. Ne choisissez qu'une personne avec qui vous pensez que c'est possible. Prenez pas quelqu'un qui vous aurait fait vraiment, vraiment beaucoup de mal. À part si vous vous en sentez l'inspiration, mais soyez gentil avec vous-même. Prenez pas quelque chose de trop compliqué. Et puis, la même chose pour la bienveillance. Et par rapport à l'histoire que j'avais racontée des Amish, on peut prendre la direction du pardon et nos émotions peuvent ne pas du tout suivre. Mais c'est aussi vrai même justement pour la bienveillance. Parfois on souhaite du bien à quelqu'un puis en fait on sent rien. Donc on est juste en train de lui souhaiter du bien, on a posé une intention, on a donné une direction, mais le cœur suit pas. Et c'est pas grave s'il suit pas. Là on fait vraiment l'exercice de poser une intention et de voir ce qui se passe. Comme on l'a fait sur d'autres sujets les dernières semaines. Donc, question ? On essaye. Position confortable.